Salam alaikum, bienvenue à vous. Je vous reçois à nouveau dans le cadre de cette émission sur le thème de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Je reçois mes deux invités qui sont Abdel Hafid ici et Djibren qui nous rejoint. Précédemment, nous avons discuté de la question de savoir pourquoi est-ce qu'on oppose souvent l'idéal islamique de l'amour avec l'idéal occidental moderne. J'ai essayé d'y répondre en apportant un certain nombre d'éclairages. On va continuer avec de nouvelles questions et je vais donner la parole à Djibren pour commencer. Salam alaikum, justement, ma question va dans ce sens. On voit en Occident des couples non musulmans qui fonctionnent très bien, qui durent longtemps. Et pourquoi est-ce que ça marcherait peut-être pas aussi mieux, mais pas aussi bien qu'un couple musulman sur le modèle musulman? Alors oui, l'opposition que j'ai faite jusqu'à maintenant n'opposait pas les musulmans d'un côté et les occidentaux de l'autre, d'autant que cette opposition est fausse parce que toi ou moi, ou nous trois d'ailleurs, on est à la fois occidentaux parce qu'on est des enfants d'ici, et c'est ce qu'on connaît le mieux en plus, hein, la culture occidentale, mais on est aussi musulmans. Donc cette opposition entre musulmans d'un côté et occidentaux de l'autre n'est pas suffisante, n'est pas pertinente pour bien penser le sujet. J'oppose pas du tout les couples ou les familles musulmanes et puis les couples et les familles occidentales. Ce que j'oppose, c'est l'idéal occidental moderne avec l'idéal islamique de l'amour et de la famille. C'est deux oppositions totalement différentes. Quand je dis l'idéal islamique, je ne renvoie pas à ce qui se fait dans la pratique dans les familles ou dans les couples musulmans. Quand je dis l'idéal moderne, je ne renvoie pas forcément à telle ou telle personne, mais à ce qui va transiter à travers les films, la littérature, les romans, etc. Par rapport à ta question qui est que on peut observer, c'est vrai, autour de soi des couples et des familles de tradition ou de religion ou de philosophie de vie totalement différentes de celle de l'islam et pour qui ça se passe très bien. C'est vrai d'un point de vue concret, c'est tout à fait vérifiable. En revanche, les observations que j'ai données, les statistiques que j'ai données de rupture, de divorce, etc., quand je dis que dans des villes comme Paris, un couple sur deux divorce au bout de 6 ans en moyenne, on n'a pas compté les musulmans, on a compté quasiment uniquement des personnes vivant à partir d'une philosophie de vie autre que l'islam, autrement dit des chrétiens de culture ou de religion, des athées et autres philosophies ou religions de vie. Donc ces chiffres-là concernent d'abord les non-musulmans. Les musulmans, on est en train de rentrer dans cette tendance de plus en plus, mais ceux qui ont été touchés les premiers par cette tendance à la séparation, c'est d'abord les non-musulmans. Tu vois là. Et bien que la tendance forte, ce soit la tendance que je critique et qui aboutit à un fort taux de séparation et de divorce, c'est vrai qu'on peut trouver des gens très bien, des gens, des couples, des familles, chez qui ça se passe très bien. Mais ça se passe très bien parce qu'il y a sans doute d'autres piliers, d'autres valeurs qui les animent. En l'occurrence, c'est les couples où il y aura un sens du bien commun plus fort. Il y aura une famille élargie beaucoup plus présente. Il n'y aura pas que le couple confronté l'un à l'autre, à se regarder tous les jours l'un et l'autre, mais le couple sera ouvert à d'autres relations, à une vie sociale, une vie familiale plus large, etc. Voilà. Donc on va retrouver dans ces familles-là exactement ce que je défendais dans l'idéal islamique de l'amour et du couple et de la famille, à savoir une ouverture du couple vers plus grand que soi, vers la famille élargie, vers tout un réseau de relations familiales, sociales, amicales, etc. L'ouverture du couple sur autre chose que le désir et que le plaisir, sur la volonté de faire du bien à l'autre, au-delà de ma météo personnelle, je continue en permanence à chercher le bien de l'autre, et pas seulement mon épanouissement personnel à moi, et ainsi de suite. Donc c'est des familles précisément qui ont réussi parce qu'elles ont fondé leur vie quotidienne sur autre chose que l'idéal moderne de l'amour. Tu vois la différence. Autrement dit, on peut être tout à fait musulman et même pratiquant, et avoir totalement avalé l'idéal moderne de l'amour, et du coup on va tomber exactement dans les mêmes statistiques de divorce. À l'inverse, on peut être totalement athée, chrétien, juif, bouddhiste, etc.,
Les athées Non, non, chrétiens, non, il est pas. Mais avoir adhéré à un idéal islamique de l'amour et de la famille qui fait que leur famille, leur couple va être beaucoup plus durable. Donc c'est vraiment, dis-moi à quoi tu as adhéré comme valeur, comme pilier, je te dirai si ces valeurs-là ou si ces piliers-là sont islamiques ou pas, et par conséquent, je te dirai si c'est durable ou pas. Voilà. Mais ça ne dépend pas forcément du fait que je sois musulman. Si je suis musulman et je me marie, je ne vais pas par magie éviter toutes les catastrophes, toute la crise de l'amour et du couple moderne. Comme ça, par magie. Je ne peux les éviter qu'à condition de mettre en place, de choisir des valeurs, de poser des actes radicalement différents. Le premier de ces actes, c'est le choix de valeurs, c'est-à-dire je choisis le bien commun, de donner au bien commun une place supérieure au bien individuel, à l'épanouissement individuel ou à l'indépendance personnelle. Voilà. Si je pose cet acte-là, j'entre dans l'idéal, je suis en train de concrétiser un idéal islamique de l'amour et du couple. Et je me donne davantage de garanties pour que ce soit quelque chose de durable. Si en revanche, je suis tout à fait pratiquant, je fais la prière, j'ai fait le hajj, je fais un certain nombre de bonnes actions, mais fondamentalement, j'ai posé un acte dans ma vie qui est que tout ce qui affecte mon désir d'indépendance et de réalisation personnelle, j'estime que c'est mal, et donc j'ai des soucis avec ma femme parce que systématiquement, je me sens affecté, agressé sur mes besoins qui sont ceux-ci, indépendance et réalisation personnelle. Alors j'ai pris le chemin de l'idéal moderne de l'amour. Et là, je suis en décalage par rapport à ce que l'islam nous appelle à concrétiser précisément dans notre vie. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. D'ailleurs, quand je critique le désir de réalisation personnelle et d'indépendance personnelle, ça ne veut pas du tout dire qu'en islam, on n'a pas le droit d'être indépendant, on n'a pas le droit de rechercher son bonheur ou sa réalisation personnelle. Bien entendu. Ça veut dire juste qu'il y a des situations dans la vie, on ne peut pas tout choisir en même temps. Il y a des choses qu'on doit sacrifier pour sauver ce qui a une valeur supérieure au reste. On ne peut pas tout mettre au même niveau. Dieu ne cesse de répéter dans le Coran, le bien et le mal ne se valent pas. Mais même deux choses bonnes ne se valent pas, ne sont pas égales. On peut avoir des choses meilleures, des choses qui sont bonnes et des choses qui sont meilleures. Ahsan. Il y a le khayr et puis il y a l'ihsan. Il y a le bien et il y a le meilleur, qui est un autre degré dans le bien. Et en matière de valeurs, de bonnes valeurs, l'indépendance, la réalisation de soi, le bonheur, etc., c'est une bonne chose, c'est pas un mal. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. En revanche, il y a quelque chose de criminel à partir du moment où ils deviennent la valeur suprême, le Dieu suprême qui gouverne toutes les autres valeurs. Parce que là, ça tue le couple, ça tue la famille et ça tue la société parce qu'on est très centré. Regarde toute l'infidélité, entre guillemets, du jeune cadre dynamique que la plupart d'entre nous, on incarne avec excellence parce que on va dans une entreprise, dès lors qu'elle nous paye bien, on y trouve notre avantage, on est à fond dedans. Et puis, à partir du moment où on a trouvé mieux ailleurs, eh bien, il suffit de changer. On démissionne et puis on rejoint une autre entreprise. Ainsi de suite. Quand on a adhéré à ces valeurs-là dans le champ professionnel, on va les transposer dans le champ du couple. Comment on peut parler d'être fidèle à un idéal islamique quand les valeurs auxquelles on a adhéré sont tout le contraire, sont précisément ce qui mine l'idéal islamique, ce qui l'empêche de se concrétiser au quotidien. Dans toute la philosophie universelle, qu'on aille chez les Grecs, qu'on aille chez les Chinois et les autres civilisations, ou qu'on aille chez les musulmans, quand on parle de se réaliser, ça n'a rien à voir avec la définition qu'on en donne aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, on insiste beaucoup sur la nécessité de se réaliser, de s'épanouir. Ça veut dire très concrètement penser à soi, à ses désirs, à ses blessures, à ses peurs, prendre du temps pour moi, etc., etc. C'est très égocentré cette définition de la réalisation. Dans toute l'histoire de la philosophie, y compris non musulmane, dans toutes les civilisations, quand on parle de se réaliser, on parle de se réaliser par rapport à un idéal qui est au-dessus de l'individu. Il s'agit de se perfectionner en fonction d'un modèle, d'un standard, qui n'est pas l'individu, qui n'est pas moi, qui est quelque chose qui est au-dessus de moi, qui est Dieu
devenir à l'image de Dieu, c'est-à-dire intégrer toutes les qualités, sifat Allah, ar-Rahma, la miséricorde, la tendresse, la justice, la vérité, ainsi de suite. Toutes ces qualités-là, je dois les intégrer. Et c'est comme ça que je me perfectionne. Je me perfectionne également à travers l'exemple des prophètes, de tous les prophètes qui ont été envoyés à l'humanité. Je me perfectionne également à travers les hommes et les femmes sages qu'on peut trouver dans toute civilisation, dans toute famille, dans toute communauté humaine. On peut trouver des gens bien, des gens qui ont gardé le sens du vrai, du bien et du juste et qui le concrétisent dans leur vie. C'est à travers ces standards-là, ces exemples-là, que je peux grandir. Mais jamais, dans aucune philosophie, dans aucune civilisation, il n'a été question de se réaliser au sens de réaliser ses désirs, réaliser son plaisir, son désir d'épanouissement personnel en fonction de moi et uniquement moi. Et là, on est précisément dans ce que Dieu critique, qui est ceux qui ont pris leur passion, leur mouvement intérieur, leur voie intérieure, strictement et uniquement comme divinité. Voilà. Donc, l'islam appelle à une autre voie de réalisation personnelle qui passe par le dialogue avec d'autres références que moi-même, d'autres voix que moi-même, la voix de Dieu, la parole de Dieu, le message et l'exemple des prophètes, des personnes sages, des gens bien que je peux trouver dans ma famille, chez les musulmans, chez les non-musulmans, chez nos frères chrétiens et d'autres traditions, on peut trouver des gens très bien, des couples très bien. Et à ce titre, ils sont inspirants et nous aident à être meilleurs. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question et revenir après un temps de pause à une question suivante. Salam alaikum, bienvenue à vous. Je vous reprends pour la suite des questions et réponses avec nos invités. Qui se lance? Alors, j'ai une question, Mohamed. Tu as beaucoup parlé du plaisir individuel, du sens du devoir et du conflit qu'il peut y avoir entre ces deux valeurs. Donc, il y a aussi, effectivement, il y a le fait de se marier qui peut être pesant, qui peut paraître comme étant une charge. Et puis, il y a l'amour d'un côté. Et il y a une sorte de conflit entre l'amour, la réalisation de soi au sens occidental, et puis le mariage qui peut être un poids. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut se marier sans s'aimer? C'est une question difficile à entendre. Dire à quelqu'un « marie-toi sans aimer l'autre », aujourd'hui c'est devenu inconcevable. Autant dans les générations précédentes et l'ensemble des traditions humaines, c'était quelque chose de tout à fait concevable, pas du tout choquant et étonnant. Aujourd'hui, c'est devenu choquant. Dire telle fille ou tel garçon s'est marié avec un tel ou une telle alors qu'il n'y avait pas d'amour entre eux précédemment, c'est devenu une anomalie, presque un crime social qu'on dénoncerait. Je dois répondre pour répondre à ta question, je dois revenir aux différents chemins de l'amour. Il y a différents chemins. On dit tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas à l'amour vrai et durable. En revanche, il y a bien plusieurs chemins. Certains te disent, il y a la théorie non pas du complot, mais on n'est pas loin, c'est la théorie du coup de foudre. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, un homme et une femme sont pris d'un amour soudain l'un pour l'autre. Et c'est l'une des théories explicatives de la façon dont un couple en vient à s'aimer. Alors que jusque-là, ils étaient totalement inconnus l'un pour l'autre, ils en viennent à devenir totalement en fusion. Cette théorie du coup de foudre, le problème c'est que ça arrive une fois par siècle. C'est très rare les couples qui se sont vraiment mis ensemble, se sont engagés ensemble à partir d'un coup de foudre. Donc c'est un moment magique et comme tous les moments magiques, tout le monde en parle, mais dans la réalité c'est pas du tout la règle et la majorité des couples qui se constituent viennent par l'amour et par le couple par d'autres chemins que le coup de foudre. Ibn Hazm nous donne dans son livre sur le traité de l'amour que j'ai eu l'occasion de citer précédemment une autre explication. Il s'est beaucoup penché sur la question, sur comment les gens en viennent à s'aimer, comment ils pratiquent cet art de s'aimer. Et ce qu'il décrit lui, c'est plutôt un sentiment très progressif. Et ça, c'est la majorité des cas de couple dont il dit, Ibn Hazm. Il est des gens dont l'affection ne devient véritable qu'après de longs entretiens, après avoir discuté pas mal de fois, de fréquentes entrevues et une familiarité prolongée. C'est cette sorte d'amour qui a le plus de chances de durer,
de se maintenir et de résister au temps. Ce qui entre difficilement ne sort pas aisément. Mon cas est semblable à cela. C'est intéressant cette formule. Ce qui entre difficilement est difficile à sortir. Ce qui entre facilement, à l'inverse, ressort très facilement. Donc, le coup de foudre hyper passionnel, et là, du jour au lendemain, la vie de chacun a basculé, c'est une certaine forme de facilité. En général, ceux qui parlent de coup de foudre, ceux qui parlent d'avoir vécu un coup de foudre, en ressortent quelques jours, semaines, mois après, aussi subitement, aussi violemment. En revanche, ce qui a pris le temps de se tisser, de s'installer, la confiance, le fait de commencer à s'apprécier, à comprendre qui est l'autre, à qui on a affaire, etc., plus ce temps est lent, plus l'amour qui va s'installer, quand il va s'installer, sera solide. J'ai en tête un étudiant qui raconte sa propre expérience en la matière. Il raconte comment il en est venu à aimer une femme qu'il n'aimait pas du tout auparavant. Lorsque j'étais étudiant, la première fois que j'ai rencontré ma future femme, elle ne me plaisait pas du tout, elle ne m'attirait pas. On passait beaucoup de temps à la bibliothèque ensemble et on s'entraidait à faire ses devoirs ou à préparer ses examens. Avec le temps, j'ai appris à la voir comme une fille intelligente et belle. C'est ainsi que je me suis projeté avec elle et qu'on s'est mariés. Donc au départ, pas de coup de foudre, aucune raison de se projeter ensemble. En revanche, le fait d'apprendre à s'apprécier, à apprécier les qualités de l'autre, fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose comme de l'amour ou de l'affection qui va commencer à s'installer. Et c'est à partir de là qu'on peut construire quelque chose. J'ai aussi une autre femme qui me raconte comment elle s'était mariée 20 ans avant, ou 15 ans avant plutôt. Je ne connaissais pas mon mari avant de me marier, c'est ma meilleure amie qui me l'a présenté. Donc là, on a un cas pire. Non seulement elle n'aimait pas son mari avant de se marier, mais en plus elle ne le connaissait pas. Donc on ne peut pas trouver pire comme configuration. Et en plus, pire, si on prend les lunettes qui sont les nôtres d'hommes et de femmes modernes aujourd'hui. Parce que c'est la pire ça manque de magie, ça manque de... Oui, et en plus... ça ressemble à un mariage arrangé aussi. Il y a quelque chose de ce type-là. Exactement. En plus, ça a été arrangé, si je ne me trompe pas, je vais le raconter. Je ne connaissais pas mon mari avant de me marier, c'est ma meilleure amie qui me l'a présenté, donc c'est un arrangement qui a été fait par une copine. On s'est rencontrés alors, on avait tous les deux confiance dans nos amis respectifs, car non seulement ils nous voulaient du bien, mais ils avaient aussi une maturité, une expérience de la vie qui faisait qu'ils pouvaient compter ou avoir confiance en eux. On s'est décidé rapidement, ça fait maintenant 15 ans qu'on s'est mariés, on a eu tout le temps pour se connaître et pour apprendre à s'aimer. Voilà. Au départ, rien. Ils entrent dans la maison par la grande porte qui est le mariage, et à partir de là, ils apprennent à s'aimer. Ce que nous disait Ibn Hazm, c'est à travers de longs entretiens. Ce que nous dit Saint-Exupéry, que j'ai déjà eu l'occasion de citer dans Le Petit Prince, c'est le temps que tu as donné à ta rose qui fait toute la valeur de ta rose et toute la solidité du lien que tu as créé avec ta rose, qui fait que le lien est durable désormais. C'est le temps que tu as passé avec elle, c'est l'effort que tu as donné pour la comprendre, pour lui vouloir du bien, pour comprendre quel bien tu pouvais lui offrir, etc. Et ce temps-là, c'est précisément tout le temps qu'on a en se mariant. Pourquoi se mettre la pression à faire tout ce qu'on pourrait faire une fois qu'on est marié? Pourquoi chercher à faire avant d'être marié ce qu'on a tout le temps de faire une fois qu'on est marié? C'est-à-dire que se connaître, apprendre à s'apprécier, apprendre à s'aimer, c'est une construction qu'on peut tout à fait faire dans ces 30, 40, 60 ans de mariage. On n'est pas obligé de faire ça en 3 mois. D'ailleurs, personne ne fait ça en 3 mois. Raison pour laquelle les gens sortent ensemble, vivent ensemble ensuite quelques années. Et même comme ça, ils sont toujours pas sûrs d'aimer la bonne, d'être aimé vraiment et d'aimer vraiment et de savoir vraiment ce qu'ils veulent. Donc, cette théorie selon laquelle il faut passer par le coup de foudre ou par l'amour avant le mariage pour s'assurer de prendre une bonne décision est fausse, puisqu'elle ne permet pas, la plupart du temps, les gens qui passent par cette méthode-là, ça ne leur permet pas de prendre la décision qu'ils cherchent à prendre. Vas-y. En plus d'être passés par la grande porte qu'est le mariage, ils ont eu un tapis rouge parce que c'est des amis auxquels ils ont confiance. Oui. Et ces amis-là ont une expérience de la vie et donc ont été de très bons référents.
Et aujourd'hui, effectivement, on a beau passer par la grande porte qu'est l'amour, qu'est le mariage, il manque souvent ce tapis rouge qui est la confiance et la maturité des amitiés qui sont autour de nous, ou des références qui sont autour de nous. Oui, c'est très juste. Il y a souvent... Bon, toi, tu vois cette chose-là de manière positive. Aujourd'hui, quand on dit qu'on m'a présenté quelqu'un, que ce soit un parent, une amie ou d'autres, c'est pas très bien vu parce que ça manque de magie. On voit derrière ça l'idée de mariage arrangé. Mariage arrangé, c'est-à-dire, on confond d'ailleurs mariage arrangé et mariage forcé. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui me force la main en présentant quelqu'un. Et j'ai entendu souvent cette question, est-ce que le mariage d'amour est meilleur que le mariage arrangé? Comme si un mariage arrangé ne pouvait pas se faire sur la base de l'amour. Comme si mariage d'amour et mariage arrangé étaient fondamentalement opposés. Cette opposition n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que un mariage arrangé peut aussi cultiver de l'amour. Si une tante, un voisin, une amie te présente quelqu'un, ça ne t'empêche pas de faire connaissance avec cette personne et ensuite d'apprendre à l'apprécier, puis de t'engager, puis de développer des sentiments vis-à-vis d'elle. C'est pas du tout incompatible. D'ailleurs, la plupart des mariages qui se font, mariage ou pas d'ailleurs, la plupart des couples, peut-être j'oserais improviser en disant 90% des couples se créent grâce à un arrangement. La question, c'est par qui? Qui arrange la rencontre? Est-ce que c'est une copine, un copain? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un voisin, un grand-père, une tante, une voisine, la maman, l'oncle, etc. Ou un algorithme aujourd'hui. Ou un algorithme aujourd'hui, puisque c'est Internet. L'arrangement a toujours lieu aujourd'hui. C'est un site de rencontre, c'est Facebook, c'est un certain nombre d'espaces. Il y a toujours médiation, il y a toujours un médiateur, humain ou algorithmique, mathématique. Mais l'algorithme, c'est un humain qui l'a produit. Donc au final, l'intermédiaire reste un intermédiaire humain, même lorsqu'on passe par la technologie. Quand on utilise un site de rencontre, on ne se sent pas menacé dans sa liberté de choisir. Bien au contraire, il y a un catalogue de choix. De la même manière, quand on se fait présenter quelqu'un par son entourage, sa famille, ses amis, etc., il n'y a aucune raison de se sentir menacé dans sa liberté de choisir, puisque on a toujours la possibilité de dire oui, non à celle-ci, oui à celle-là. Donc, la liberté n'est jamais menacée à partir du moment où il y a un arrangement, une proposition qui est faite. Tous les couples, la majorité des couples dans les sociétés traditionnelles se créent grâce à une famille élargie qui propose tout un catalogue de candidats ou de candidates différents et les hommes et les femmes disent oui ou non aux uns et aux autres jusqu'à tomber sur la bonne. Bien entendu, parfois il y a une pression familiale, le père, parfois la mère, parfois la grand-mère, parfois les oncles, tantes, etc. Il y a des pressions, etc. L'islam, bien entendu, impose, exige la possibilité pour chacun, homme et femme, de dire oui ou non à toute proposition. Mais dans la réalité, on sait qu'il y a des familles où il y a des tribus, des clans qui imposent des choix qui ne devraient pas se faire. Donc ce qui a radicalement changé, finalement, c'est pas il y a toujours de la médiation, il y a toujours l'intermédiaire. Maintenant, c'est Internet. Avant, c'était une famille élargie. De manière, pour conclure sur cette question, je dirais il faut distinguer mariage d'amour qui se fait librement, mariage forcé qui s'oppose au premier, et mariage arrangé qui peut être soit forcé, soit se faire totalement librement et par amour. Et pour conclure cet dernier épisode, je dirais qu'on doit distinguer trois notions. Le mariage d'amour qui se fait librement, le mariage forcé, comme le mot l'indique, qui est contraint par une partie de sa famille ou du clan ou quelque chose comme ça, ou de la société, et le mariage arrangé qui peut être soit totalement libre et par amour, soit à l'inverse forcé, contraint par une partie de la famille ou de la société. Et sur cette dernière précision et définition, on va vous laisser quitter et vous rejoindre lors d'un prochain épisode. À très bientôt.